Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous lire un extrait de ce livre, Le réel et son double de Clément Rosset. Et pourquoi je voulais vous lire un extrait de ce livre, c'est parce que il traite de notre rapport avec le réel, avec la réalité, et un mécanisme qui fait que l'on fuit le réel. Donc je vais vous lire juste le début de l'avant-propos qui, pour moi, résume la thèse de ce livre. L'illusion et le double. Donc il fait une citation de Edgar Allan Poe, le poète. Je veux parler de sa manie de nier ce qui est et d'expliquer ce qui n'est pas. Edgar Allan Poe, double assassinat dans la rue Morgue. Rien de plus fragile que la faculté humaine d'admettre la réalité, d'accepter sans réserve l'impérieuse prérogative du réel. Cette faculté se trouve si souvent prise en défaut qu'il semble raisonnable d'imaginer qu'elle n'implique pas la reconnaissance d'un droit imprescriptible, celui du réel à être perçu, mais figure plutôt une sorte de tolérance, conditionnelle et provisoire. Tolérance que chacun peut suspendre à son gré, sitôt que les circonstances l'exigent. Un peu comme les douanes qui peuvent décider du jour au lendemain que la bouteille d'alcool ou les 10 paquets de cigarettes, tolérés jusqu'alors, ne passeront plus. Si les voyageurs abusent de la complaisance des douanes, ceux-ci font montre de fermeté et annulent tout droit de passage. De même, le réel n'est admis que sous certaines conditions, et seulement jusqu'à un certain point. S'il abuse et se montre déplaisant, la tolérance est suspendue. Un arrêt de perception met alors la conscience à l'abri de tout spectacle indésirable. Quant au réel, s'il insiste et tient absolument à être perçu, il pourra toujours aller se faire voir ailleurs. Ce refus du réel peut revêtir des formes naturellement très variées. La réalité peut être refusée radicalement, considérée purement et simplement comme non-être. Ceci que je crois percevoir n'est pas. Les techniques au service d'une telle négation radicale sont d'ailleurs elles-mêmes très diverses. Je puis anéantir le réel en m'anéantissant moi-même. Formule du suicide qui paraît la plus sûre de toutes. Encore qu'un minuscule coefficient d'incertitude lui semble malgré tout attaché. Si l'on en croit par exemple Hamlet. Qui voudrait porter ses fardeaux, grogner et suer sous une vie accablante, si la crainte de quelque chose après la mort, de quelque région inexplorée, d'où nul voyageur ne revient, ne troublait la volonté, ne nous faisait supporter les maux que nous avons par peur de nous lancer dans ceux que nous ne connaissons pas. Je vais relire cette phrase. Qui voudrait porter ses fardeaux, grogner et suer sous une vie accablante, si la crainte de quelque chose après la mort, de cette région inexplorée d'où nul voyageur ne revient, ne troublait la volonté et ne nous faisait supporter les maux que nous avons, par peur de nous lancer dans ceux que nous ne connaissons pas. Je peux également supprimer le réel à moindre frais, m'accordant la vie sauve au prix d'un effondrement mental, formule de la folie, très sûre aussi, mais qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Comme le rappelle une formule célèbre du docteur Hay, n'est pas fou qui veut. En échange de la perte de mon équilibre mental, j'obtiendrai une protection plus ou moins efficace à l'égard du réel. Éloignement provisoire dans le cas du refoulement décrit par Freud. Subsistent des traces du réel dans mon inconscient. Occultation totale dans le cas de la forclusion décrite par Lacan. Je peux enfin, sans rien sacrifier de ma vie ni de ma lucidité, décider de ne pas voir le réel.
de ne pas voir un réel dont je reconnais par ailleurs l'existence. Attitude d'aveuglement volontaire que symbolise le geste d'Œdipe, se crevant les yeux à la fin d'Œdipe roi, et qui trouve des implications plus ordinaires dans l'usage immodéré de l'alcool ou de la drogue. Toutefois, ces formes radicales de refus du réel restent marginales et relativement exceptionnelles. L'attitude la plus commune, face à la réalité déplaisante, est assez différente. Si le réel me gêne, et si je décide de m'en affranchir, je m'en débarrasserai d'une manière généralement plus souple, grâce à un mode de réception du regard qui se situe à mi-chemin entre l'admission et l'expulsion pure et simple, qui ne dit ni oui ni non à la chose perçue, ou plutôt lui dit à la fois oui et non. Oui à la chose perçue, non aux conséquences qui devraient normalement s'en suivre. Cette autre manière d'en finir avec le réel ressemble à un raisonnement juste que viendrait couronner une conclusion aberrante. C'est une perception juste qui s'avère impuissante à faire embrayer sur un comportement adapté à la perception. Je ne refuse pas de voir et ne nie en rien le réel qui m'est montré, mais ma complaisance s'arrête là. J'ai vu, j'ai admis, mais qu'on ne m'en demande pas davantage. Pour le reste, je maintiens mon point de vue. Persiste dans mon comportement, tout comme si je n'avais rien vu. Coexiste paradoxalement ma perception présente et mon point de vue antérieur. Il s'agit là moins d'une perception erronée que d'une perception inutile. Cette perception inutile constitue, semble-t-il, un des caractères les plus remarquables de l'illusion. On aurait probablement tort de considérer celle-ci comme provenant principalement d'une déficience dans le regard. L'illusionné, dit-on parfois, ne voit pas. Il est aveugle, aveuglé. Le réel a beau s'offrir à sa perception, il ne réussit pas à le percevoir, ou l'aperçoit déformé, tout attentif qu'il est au seul fantasme de son imagination et de son désir. Cette analyse, qui vaut sans aucun doute pour les cas proprement cliniques de refus ou d'absence de perception, paraît très sommaire dans le cas de l'illusion, moins encore que sommaire, plutôt à côté de son objet. Dans l'illusion, c'est-à-dire la forme la plus courante de mise à l'écart du réel, il n'y a pas à signaler de refus de perception à proprement parler. La chose n'y est pas niée, seulement déplacée, mise ailleurs. Mais en ce qui concerne l'aptitude à voir, l'illusionné voit, à sa manière tout aussi claire qu'un autre. Cette vérité apparemment paradoxale devient sensible dès que l'on songe à ce qui se passe chez l'aveuglé, tel que nous le montre l'expérience concrète et quotidienne, ou encore le roman et le théâtre. Donc là, il va citer quelques exemples. Je ne vais pas tous les lire parce que ça va être un peu long. Donc, je voulais juste que vous ayez en tête les idées essentielles de ce livre. Donc, il va citer des exemples du misanthrope avec le héros Alceste qui sait que Célimène est une cocotte, mais qui fait comme si ce n'était pas le cas. Il n'accorde pas ses actes à sa perception. Ensuite, il va citer l'exemple dans la pièce Boubou-Roche, donc du héros Boubou-Roche qui a installé sa maîtresse Adèle dans un petit appartement. Il la surprend en train de le tromper, mais il fait comme si ce n'était pas le cas et pardonne. Il pardonne. Il fait comme si ça ne s'était pas produit. Et qu'est-ce qu'il cite encore comme exemple ?
le livre de Proust, Un amour de Swann. Où le héros, cette fois-ci, donne de l'argent tous les mois à Odette, qu'on lui a présentée comme une femme entretenue, mais il n'admet pas que c'est une femme entretenue, alors qu'il est en train de lui donner sa mensualité. Et il y a un moment où il reconnaît, il se pose la question, est-ce que je ne suis pas en train de l'entretenir? Et c'est très intéressant la façon dont cet événement est décrit. Je vais vous lire ce petit passage-là qui est intéressant. Swann se demande soudain si l'acte qu'il est en train de procéder ne revient pas précisément à entretenir une femme. Si le fait pour une femme de recevoir de l'argent d'un homme, comme Odette en reçoit de lui-même, ne coïncide pas justement avec le fait d'être ce qu'on appelle une femme entretenue. Perception fugace du réel que l'amour de Swann pour Odette a tôt fait de biffer. Il ne put approfondir cette idée, car un accès d'une paresse d'esprit qui était chez lui congénitale, intermittente et providentielle, vint à ce moment éteindre toute lumière dans son intelligence. Aussi brusquement que, plus tard, quand on eut installé partout l'éclairage électrique, on put couper l'électricité dans une maison. Sa pensée tâtonna un instant dans l'obscurité. Il retira ses lunettes, en essuyant les verres, et passa les mains sur les yeux, et ne revit la lumière que quand il se retrouva en présence d'une idée toute différente, à savoir qu'il faudrait tâcher d'envoyer, le mois prochain, 6 ou 7 000 francs à Odette au lieu de 5, à cause de la surprise et de la joie que ça lui causerait. Donc, l'auteur Clément Rosset poursuit. Une telle paresse d'esprit consiste essentiellement à séparer en deux ce qui ne fait qu'un, à distinguer entre la femme aimée et la femme payée. Et Proust a bien raison de dire que cette paresse qu'elle est congénitale. Donc, cette paresse intéresse aussi l'ensemble du genre humain, dont elle figure le cas principal d'illusion, de faire d'un seul fait des faits divergents, d'une même idée, deux idées distinctes, l'une pénible, mais l'autre toute différente, comme l'écrit justement Proust. Donc par rapport à Boubouroche, il écrit « Comme tout illusionné, Boubouroche scinde l'événement unique en deux événements. Il ne souffre pas d'être aveugle, mais bien de voir double. » Donc plus tard, il dit « La technique générale de l'illusion est en effet de faire d'une chose deux, tout comme la technique de l'illusionniste qui escompte le même effet de déplacement, de duplication de la part du spectateur, tandis qu'il a s'affaire à la chose. Il oriente le regard ailleurs, là où il ne se passe rien. » Ainsi, Adèle dit à Boubouroche « Il est bien vrai qu'il y a un homme dans le placard, mais regarde à côté, là, comme je t'aime. » L'essai qui suit vise à illustrer ce lien entre l'illusion et le double, à montrer que la structure fondamentale de l'illusion n'est autre que la structure paradoxale du double, paradoxale car la notion de double, on le verra, implique en elle-même un paradoxe, d'être à la fois elle-même et l'autre. Le thème du double est généralement surtout associé au phénomène de dédoublement de personnalité, schizophrénique ou paranoïaque, et à la littérature, notamment romantique, où on en trouve des échos multiples, comme si ce thème concernait essentiellement les confins de la normalité psychologique, et sur le plan littéraire, une certaine période romantique et moderne. On verra qu'il n'en est rien.
et que le thème du double est présent dans un espace culturel infiniment plus vaste, c'est-à-dire dans l'espace de toute illusion, déjà présent par exemple dans l'illusion oraculaire attachée à la tragédie grecque et à ses dérivés, duplication de l'événement, ou dans l'illusion métaphysique inhérente aux philosophes d'inspiration idéaliste, duplication du réel en général, l'autre monde. Alors, il y a d'autres textes que j'aimerais vous lire, parce qu'ils vont nous permettre d'appréhender un concept avec des concepts différents selon les philosophes, mais pour moi, tous ces philosophes-là parlent de la même chose. Et c'est pour ça que si je peux, j'aimerais vous lire des extraits de plusieurs livres. Et aussi une vidéo qui pourrait vous intéresser, c'est la chaîne YouTube The Academy of Ideas. Donc je pourrais essayer de vous trouver le lien, qui concerne Zapffe et la nature du génie. Donc dans cette vidéo, ils expliquent comment la majorité des gens arrivent à se protéger de la réalité. Ils expliquent comment. Donc c'est pour toujours dans le même sujet. Pour moi, ça peut permettre d'approfondir ce que nous venons de lire. Donc il y a un autre texte dont j'ai parlé dans ma vidéo d'introduction de cette nouvelle playlist. Donc j'essaie juste de vous retrouver le titre rapidement, qui parle donc de la Shoah et comment il y a eu un déni de la Shoah, notamment chez les Américains, et quand les personnes qui étaient au courant essayaient de l'expliquer, les interlocuteurs, même s'ils pouvaient comprendre brièvement ce qui était dit, peu de temps après, juste une heure après, ils revaquaient à leurs occupations habituelles comme si de rien n'était. Donc c'est un peu pour moi le même phénomène qui est décrit. J'essaie de vous retrouver le titre exactement, mais j'en ai parlé dans ma première vidéo. Donc il y a un site internet où vous pouvez lire le texte en anglais qui s'appelle We the Screamers. We the Screamers. Voilà, c'est Arthur Koestler, The Nightmare That Is Reality. Voilà ce texte-là. Il y a un autre texte qui pour moi parle de la même chose également. C'est un livre, donc qui concerne les surdoués, mais pour moi ça décrit le même phénomène. C'est écrit par 3 auteurs, Carlos Tinoco. J'essaie de vous trouver le titre également. Ça s'appelle Les surdoués et les autres, l'écart. Et pour moi, il parle également de ce phénomène de dédoublement de la réalité. Carlos Tinoco, Sandrine Gianola et Philippe Blasco, Les surdoués et les autres, penser l'écart. Donc j'aimerais bien que nous lisions des extraits de ces textes. Et il y a encore un autre texte qui pour moi est pertinent par rapport à ça, un autre livre qui a une couverture qui est superbe parce que c'est une autruche qui met sa tête dans le sable. C'est A Passion for Ignorance et je crois qu'il a été traduit en français. Une passion pour alors j'essaie déjà de vous trouver l'auteur. A Passion for Ignorance, oui voilà, j'ai trouvé. Donc c'est Renata Salecl, alors je ne sais pas si je prononce bien, Salecl. Et donc en français, je vous retrouve le titre en français, Une passion. Alors, je sais qu'il est en vente à la Fnac. La passion de l'ignorance, c'est ça. Donc pour moi, tous ces livres, tous ces textes parlent de la même chose, qui est comment la majorité des gens arrivent à fuir la réalité
Et donc, il y a différentes interprétations, différentes façons d'expliquer le phénomène, mais qui est pour moi un même phénomène. Et cette fuite du réel a des implications morales et éthiques extrêmement importantes. Et les personnes, pour en revenir à ma vidéo précédente sur la souffrance morale et la solitude éthique, les personnes qui n'arrivent pas à fuir le réel pour une raison ou pour une autre, ce sont elles qui souffrent de solitude éthique parce que elles sont les seules à percevoir consciemment le problème éthique qui se pose, tandis que les autres arrivent à vaquer à leurs occupations quotidiennes sans y penser et sans rien ressentir. Donc j'espère que je pourrai vous lire des extraits de ces textes pour vous aider à approcher ce sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour votre écoute et à bientôt.